Euh, je suis de formation ingénieur, j'ai fait un complément d'études à Sciences Po et je suis dans un master qui s'appelait Sciences et politiques de l'environnement. Et depuis une dizaine d'années, je travaille dans des cabinets de conseil qui sont spécialisés dans la lutte contre le changement climatique. Maintenant, en parallèle de mes activités professionnelles, je suis élu à la ville de Paris, où je travaille plus particulièrement sur ces sujets de lutte contre le changement climatique et de préparation au climat qui est déjà en train de changer. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais commencer par nous donner ton avis sur les deux scénarios que nous avons présentés, la décroissance, la surveillance, qu'est-ce que ça t'inspire? Avant de parler de décroissance, il faut quand même se rappeler que on doit réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. On parle d'un facteur 6 à 8 sur le territoire français dans un laps de temps où vous n'aurez même pas l'âge de votre professeur. Donc c'est assez court. C'est extrêmement fort et dans ce contexte-là, la décroissance, c'est la version choisie de cette réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de manière assez liée en fait, de consommation de matières premières en tout genre. Ça, c'est ce que je voulais vous rappeler en préambule. Et en parallèle, le climat est déjà en train de changer assez fortement. Et donc, d'un côté, on va devoir sans doute avoir moins de transformation physique du monde, parce que c'est ça, avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre et moins de consommer de matières premières, c'est avoir moins de trucs et de machins. Et en parallèle, il faudra faire face à des événements climatiques de plus en plus perturbateurs. Et ça, après, on pourra revenir là-dessus dans le débat, mais ça pose des questions fondamentales pour des entreprises. Alors évidemment, à titre de citoyen, citoyenne, mais aussi pour les entreprises qui utilisent des méthodes comme celles que vous venez de voir, d'analyse par scénario. Ce que je voulais vous dire aussi en commentaire de ce qui a été présenté, c'est que il y a des choses que la physique nous dit, donc c'est plus fondamental que des scénarios qu'on peut faire par exemple comme ce qu'il y avait un peu sur le fait d'avoir des puces. Ça, il y a un degré de probabilité qu'on ne peut pas vraiment évaluer, donc ça a un intérêt malgré tout de faire ce genre d'évaluation. Mais quand les modèles climatiques, en fait, ils sont à horizon 2030-2050, ils sont assez fiables. En fait, la science du climat, même s'il y a des incertitudes, on ne peut pas vous dire quelle température il fera le 16 juillet 2051. Par contre, les scientifiques nous disent déjà qu'on va avoir du 50 degrés à Paris. Voilà. Donc 50 degrés à Paris, ça va avoir, c'est là où c'est plus une hypothèse d'entrée à des scénarios. On se dit, si on a du 50 degrés, c'est-à-dire on renverse le dialogue, on ne dit pas quand est-ce qu'on va avoir du 50 degrés, on dit plutôt, bon, on va partir du principe que ça va arriver. Donc quand il y aura du 50 degrés, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que c'est le réseau électrique qui tombe? Est-ce que c'est le réseau de télécommunications? Est-ce que vous avez des gens dans des infrastructures, des services publics, par exemple à l'hôpital, qui peuvent plus se déplacer pour aller soigner les gens, même si par exemple vous faites des hôpitaux qui sont avec plein de groupes plein de sécurité en cas de défaillance X ou Y, mais vous n'avez pas pensé que en fait, vos infirmières en général elles habitent en banlieue pas si proche et le réseau de transport en commun ne fonctionne pas au moment où vous avez plein de personnes âgées ou fragiles qui entrent dans l'hôpital. Et c'est là où, voilà, c'était juste pour vous dire, il y a quand on fait des travaux de scénarisation, il y a quand même se poser la question de quelles sont les hypothèses qui sont plus structurantes et certaines dans l'approche. Je pense que si on a choisi ces scénarios imaginaires, c'est parce qu'on n'a pas ce background scientifique que vous avez pu avoir dans vos formations, donc on est parti sur des scénarios plutôt non scientifiques, ou plutôt imaginés. Voilà. Est-ce que tu veux nous donner ton avis sur aussi la décroissance et la surveillance? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais donner un avis de façon très humble sur quelques éléments et éventuellement plutôt des questions. Donc, l'idée ensuite, c'est de débattre entre nous. Pour la décroissance, j'ai bien suivi la présentation tout à l'heure, donc c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Moi, j'aurais fait une différenciation entre la décroissance qui fait peur et la décroissance qui ne fait pas peur, ou en tout cas qui fait moins peur. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au niveau politique, c'est un milieu dans lequel je ne suis pas, mais je suis en tant que citoyen, souvent en fait vous allez avoir un positionnement qui est de dire
je suis vraiment anti-écolo ou anti-mesure en fait contraignante, etc. Et du coup, en fait, souvent le terme qui va être utilisé, c'est la décroissance, mais pour faire peur. Et de dire voilà, la décroissance, c'est en gros se retrouver avec des charrettes, etc. Et à lampe à l'huile, le monde Amish et tout. Donc là, il y a vraiment en fait un enjeu marketing en fait par rapport à la décroissance. Ça, c'est la décroissance qui fait peur. Mais dans la décroissance qui ne fait pas peur, à mon avis, c'est plein de choses qui permettent effectivement de réduire la consommation ou la production de biens matériels concrets en fait, mais qui ont un impact mais totalement marginal en fait sur notre vie. Et j'ai un exemple qui moi m'a beaucoup frappé en fait, c'était à l'issue de la Convention citoyenne sur le climat. Donc une des mesures qui était proposée, c'était de mettre en place une taxe en fait sur les véhicules en fonction du poids. Et ce qui s'est passé, c'est que la taxe initiale elle devait concerner des véhicules de 1400 kg et plus. Donc c'était en gros tous les SUV. Donc c'est les SUV, mais y compris les Clio version SUV. Donc on va dire quelque chose qui n'est pas vraiment utile en fait. Vous avez une voiture un petit peu surélevée qui a un look un petit peu plus sympa. Mais avec votre Clio SUV, vous n'allez jamais vous amuser à partir dans des champs ou à vraiment utiliser le potentiel SUV. Donc là, c'est un avis personnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la proposition, c'était 1400 kg, ça concernait 25% des véhicules, donc ça concernait ce genre de véhicules. Et en fait, la mesure a été gardée, mais en réduisant en fait. Le barème, c'est passé à 1800 kg et ça concernait 2% des véhicules. Et donc là, pour moi, par exemple, le fait de mettre en place une mesure comme ça, qui me semblait plutôt raisonnable, c'était un acte décroissant parce que vous baissez le poids des véhicules, donc vous baissez la consommation de matières premières, donc c'est plutôt intéressant pour réduire l'impact écologique, même si c'est peut-être pas suffisant in fine. Mais ça, c'est un acte plutôt marginal et c'est pas de la décroissance qui fait peur. Et un autre exemple, encore une fois, dans la mobilité, si vous remplacez les trajets quotidiens, alors j'avais des chiffres comme ça, mais ça sera vérifié, mais c'était du genre 80% des déplacements, c'est 6 km en moyenne. Bon, 6 km, vous le faites facilement en vélo électrique. Bon, si vous achetez un vélo à 2-3 000 € qui pèse, je sais pas, 30 kg, ça dépend si c'est électrique, versus une voiture d'une tonne, là aussi c'est de la décroissance, mais c'est pas de la décroissance qui fait peur, c'est pas des lampes à huile, etc. Et donc je pense que dans une vision déjà un petit peu optimiste et plus court-termiste et un peu plus réaliste sans partir dans des débats théoriques, il y a vraiment plein de choses en fait où j'ai l'impression que l'effort il est plutôt marginal et où effectivement on rentre un petit peu dans des scénarios de décroissance au niveau, on va dire, plutôt consommation économique. Donc ça c'est juste là. Moi, la définition que nous a donnée Timothée pareil, je pense qu'elle ne m'a pas personnellement fait peur. Je ne sais pas si cette définition de la décroissance vous a fait peur, mais vu que tu as parlé de notions politiques, peut-être qu'on peut passer directement à l'autre question. Je pense que c'est plus cohérent. Ça veut bien apparaître. Super. Oui, c'est une question qu'on avait vraiment envie de vous poser parce que vous êtes tous les deux vous êtes un peu à la croisée du privé et du public. Même France, t'en parlais tout à l'heure, effectivement, tu as senti l'impulsion qui a changé entre 2014 et 2015 avec cette discussion de nouvelle jour qu'il y a eu avec Macron. Pour vous, donc, quel est ce rôle à jouer du secteur public? Il est évidemment là, et des politiques, pour avoir une véritable transition écologique. C'est une question vaste, vous avez le choix. Je peux commencer à dire des choses, mais au niveau des PME, je pense que c'est le côté un peu micro, peut-être un peu concret. Ça serait intéressant d'entendre les deux versions. Ouais. Niveau, on va dire, alors désolé, j'ai pris des notes. Voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on a pu observer au niveau des PME, c'est que déjà la crise du Covid, ça n'a pas entraîné en fait d'effet de priorisation sur le climat. Donc en fait, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à l'enjeu climat, donc plutôt positivement dans le sens où ça l'a pas réduit, mais ça l'a pas non plus augmenté, où le lien n'a pas été fait sur le côté sanitaire, environnemental. Par contre, il y a pas mal de choses où les pouvoirs publics ont des leviers d'action dont le coût de mise en œuvre peut être très faible. Donc nous, il y a un élément hyper important et je pense que c'est beaucoup repris par Jean Covici au niveau des médias, etc., c'est le fait d'informer. Et nous, ce qu'on a vu dans nos études, on a posé la question quel est votre niveau d'information, on a regardé quel était leur niveau d'action. Et en fait, systématiquement, les dirigeants qui se déclaraient informés agissaient plus, peu importe en fait leur situation, peu importe le niveau d'ambition. Donc juste le niveau d'information, en fait, ça va avoir une influence. Et là-dessus, vous avez souvent des experts, des politiques qui prennent en exemple, encore une fois, la Convention citoyenne sur le climat, où c'était des gens en fait représentatifs, même au niveau politique. Et en fait, à la fin, les mesures ont été votées avec un large consensus, alors que c'était des mesures sur lesquelles les personnes n'auraient pas forcément voté au départ. Donc là, du coup, l'information, c'est quelque chose d'assez facile d'accès. Ensuite, alors ça, c'est peut-être plus... c'est renforcer... Enfin, ça, c'est un truc qui peut peut-être concerner BPI France, mais en général, c'est renforcer en fait l'image et la réputation des acteurs qui font de bonnes choses.
Donc il y a les labels de qualité avec des critères techniques. Mais par exemple, à BPI France, donc c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est un exemple forcément que je connais. En fait, il y a la communauté du coq vert qui a été mise en place. Et en fait, il y a des critères un peu automatiques pour intégrer. Donc il y a des entreprises qui sont déjà vertueuses, mais il y a des entreprises qui sont volontaires. Et en fait, rien que ça, le fait de taguer en fait, membres de la communauté du coq vert, sur LinkedIn, vous avez plein de dirigeants de PME qui sont hyper fiers. Parce que ça va valoriser aussi d'une certaine façon le fait d'être précurseur et d'accepter de mettre en place des choses qui coûtent, de faire des efforts supplémentaires, alors que vous n'y êtes pas obligé et c'est pas forcément reconnu en fait par les clients, les consommateurs ou par la société en général. Donc là, l'image, la réputation, taguer positivement les acteurs qui font des choses vertueuses, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Donc là, ça peut être des labels ou des choses au niveau des pouvoirs publics. Et ensuite, donc c'est peut-être un côté plus macro, mais c'est faire en sorte que ceux qui font des choses vertueuses, ils gagnent. Donc même si c'est pas bien d'être tout le temps mercantile, c'est juste le côté un peu limite scolaire. Vous faites des choses qui vont dans le bon sens, c'est vous qui êtes avantagé. Et donc là-dessus, il y a des choses qui sont en discussion sur lesquelles moi je suis moins on va dire informé, mais c'est par exemple l'histoire de la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne. Ça en fait c'est quelque chose paradoxalement pour lequel les dirigeants de PME sont pour en fait. Parce que c'est donnez-nous les mêmes règles du jeu pour tout le monde et on fait avec parce que nous on est conscient qu'on est bon en fait, on arrive à faire des choses mais il faut juste qu'on soit sur les mêmes règles. Donc ça c'est aussi des choses à voir au niveau des pouvoirs publics. Et ensuite j'ai terminé pour laisser la parole à tout. C'est le fait de mettre en relation les PME, les entreprises avec notamment des laboratoires de recherche. Parce que nous ce qu'on a vu c'est que souvent les PME qui étaient précurseurs, elles le faisaient d'elles-mêmes et elles étaient souvent en contact avec des labos de recherche, même souvent au niveau local. Donc c'est aller voir des labos et savoir qu'il y a de la recherche publique qui existe sur tel ou tel sujet et c'est des choses qui sont activables pour faire avancer les choses. Et ensuite, il y a un élément un petit peu anecdotique dans le sens où c'est des choses un peu sur le social. C'est le fait de renforcer le taux de présence en fait, des femmes dans les comités de direction des entreprises. Parce qu'en tout cas, au niveau des PME, on a observé que les femmes dirigeantes étaient en moyenne plus sensibles face à ces enjeux. Et moi, je ne vais pas plus loin sur les explications sociologiques et tout, mais c'est un fait. Si vous avez une femme dirigeante, en moyenne, vous aurez plus de probabilité qu'elle soit sensible à cet enjeu. Ça pourrait être un super sujet de recherche. Alexandre, je ne sais pas si tu veux revenir sur le dernier point, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéressait, c'est aussi sur la valorisation des entreprises et des personnalités qui prennent ces mesures à bras-le-corps et très concrètement. Mais là, donc, le débat qu'on a voulu vous exposer entre les réactions totalement à l'opposé l'une de l'autre d'Emmanuel Macron suite à la COP26 et de l'autre côté de Thomas Wagner qui déplore absolument ce greenwashing. Effectivement, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, mais comment, du coup, peut-être d'un point de vue de consultant, comment est-ce qu'on décrypte ça, comment est-ce qu'on tombe pas justement dans la promotion des initiatives qui ne sont pas les plus importantes? Un point de vue de consultant et politique. Ouais, là je crois que c'est vraiment la casquette politique ouais. qui va jouer. Je sais pas, comment on décrypte ça à gauche, il faut se rappeler qu'on est en campagne présidentielle. Donc voilà, évidemment que d'ailleurs même si on n'était pas particulièrement en campagne présidentielle, les politiques ont tendance à rendre public ce qui fonctionne. Faut juste pas oublier que le logiciel politique d'Emmanuel Macron, il est plutôt celui que par l'innovation technologique, on arrivera à toujours avoir de la croissance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer secteur par secteur, notamment que ça ne fait pas système. Et ça fait le lien avec le groupe qui a travaillé sur l'aéronautique, qui identifiait des innovations technologiques. Les innovations technologiques, elles vont nous être utiles. Toute la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que si on additionne ces innovations-là, est-ce que c'est cohérent et est-ce qu'on n'a pas des problèmes, on va dire, de bord? Donc, par exemple, si on ne change pas le nombre d'avions qui volent, de kilomètres parcourus en avion, et qu'on se dit c'est bon, on va mettre de l'huile de friture ou bien par exemple des biocarburants, la question qu'on peut se poser c'est ok, biocarburants, combien de surface agricole il faut pour continuer à voler autant? Et si par ailleurs vous avez le secteur de la construction qui dit moi je vais remplacer mon béton par du bois, combien de surface forestière il faut? Et si vous additionnez les deux, est-ce que ça marche? Et la réponse c'est ça ne marche pas.
Donc c'est pour ça qu'il y a cette question de la décroissance, soit elle est, alors tu utilisais le vocabulaire de c'est positif ou c'est négatif, donc effectivement c'est facile de faire des caricatures de la décroissance parce que le vocabulaire lui-même il n'est pas positif, il ne dit pas vers quoi on va. Son énorme avantage c'est que c'est un mot obus qui fait qu'on a le débat. Depuis que le mot de décroissance, et surtout cet été, qu'il est revenu sur le devant de la scène, j'ai peut-être un prisme très déformant, mais j'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'en parler. Et donc quand on comprend ces sous-jacents physiques, en gros, on est face à un choix de soit on anticipe, soit on n'anticipe pas. Dans les deux cas, moi je m'attends à un retour du politique. Tout comme pendant le Covid, en fait, c'est du jour au lendemain, il y a le politique qui revient sur le devant de la scène et qui dit ok, toi tu fermes, toi tu ouvres, toi tu continues, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Une de mes craintes, c'est que en fait on n'anticipe pas assez et que ce retour du politique il arrive quand il est trop tard et qu'éventuellement on rebascule sur les scénarios de surveillance. Il y avait des liens qui étaient faits sur c'est de la surveillance pour des questions environnementales. Moi je préfère clairement être sur on anticipe et on a une discussion démocratique comme il y a eu avec la convention citoyenne pour le climat où en fait quand collectivement on comprend bien le problème, on se dit bah ouais ok peut-être que le sujet c'est pas de savoir si on va passer de paille en plastique à de paille en carton, mais que peut-être on n'a pas besoin de paille du tout et que si on arrête de gâcher autant d'énergie et de matière, on peut protéger ce qui est essentiel pour nous. Savoir la question de qu'est-ce qui est essentiel pour nous collectivement, c'est par essence une question démocratique. Et voilà, une sorte d'angoisse personnelle, c'est qu'en fait on attend trop et qu'au bout d'un moment, en fait, savoir ce qui est essentiel ou pas, ça nous soit imposé. C'est là où je crois qu'on aurait un problème. Et petite parenthèse, retour d'expérience, là, côté consultant, pour un grand groupe pharmaceutique, on a fait ce travail qui mélange un peu la manière dont Red Alert fonctionnait, mais plutôt dans des scénarios de décroissance, on va dire. On leur a écrit un faux compte-rendu. On a écrit une fiction en fait, on s'est projeté en 2032, 10 ans de catastrophes naturelles en tout genre, de problèmes d'approvisionnement, et puis là arrive au pouvoir un espèce de truc qui n'existe pas dans le paysage politique français à l'heure actuelle, c'est un espèce de parti très extrême sur les questions, très radical sur les questions environnementales, et aussi très nationaliste. Et ils font leur conférence de presse et ils annoncent une série de mesures extrêmes qui, à l'heure actuelle, paraissent extrêmement musclées. L'avantage, c'était que comme on se projetait à 10 ans, c'est passé crème auprès du client. Et qui, du coup, a pris ce truc-là, a travaillé avec sa direction des affaires publiques et les a fait bosser en mode, ok, si ces mesures-là, elles passent au niveau français, qu'est-ce que ça veut dire? Si ça passe au niveau européen, qu'est-ce que ça veut dire? Combien je perds, combien je gagne? C'est quoi mes risques, mes opportunités? Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est l'étude qui a dans les 5 études de cas qu'on a faites, celle qui était une fiction, c'est celle qui a le plus fonctionné. Est-ce que tu sais s'ils ont changé leur stratégie par rapport aux travaux qu'ils ont dû faire avec ce scénario ou pas encore? Trop tôt. Trop tôt. Merci pour ta réponse. D'ailleurs, tu as un peu résumé la première question. Je ne sais pas si la classe est des réactions. Vas-y. Je sais pas si j'ai le droit, mais. Bien sûr, tu as le droit. Mais enfin, c'est peut-être pour résumer, parce que vous avez déjà parlé un peu, mais je ne sais pas si vous avez d'autres éléments là-dessus, mais selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui est nécessaire pour les organisations? Il y a un problème compliqué de le résoudre. Ensuite, je crois qu'il y a une question de droit à l'erreur, une question de transmission de l'information. Et là, moi, je fais le lien avec plus de femmes de l'histoire du pouvoir, parce qu'il y a eu des études qui montrent que il y a une corrélation entre, d'un côté, le fait qu'il y ait une organisation qui fonctionne, c'est une organisation qui arrive à plus facilement résoudre des problèmes. C'est une organisation dans laquelle l'information circule plus. En gros, ce qui compte le plus là, dans cette salle, par exemple, pour résoudre un problème, c'est pas le QI max de la salle, c'est pas la moyenne du QI, c'est notre capacité collective à transmettre de l'information. C'est un peu comme si, d'un seul coup, on passait de il y a un très gros ordinateur dans la salle à en fait, il y en a des plus moyens, mais ils communiquent bien leurs résultats entre eux. Et on observe que c'est plutôt des femmes qui ont ce genre de comportement de transmettre l'information. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un lien entre féminisme et lutte contre le changement climatique.
Moi, je l'interprète comme ça. Juste une petite remarque pour vous dire là-dessus, c'est un peu une anecdote, mais je pense qu'il y a eu des études classiques qui sont sorties sur le sujet. Il y avait des choses qui sortaient sur les pays qui étaient gérés par des femmes, souvent les premières ministres en fait. Donc, par exemple la Nouvelle-Zélande, je pense qu'il y avait peut-être la Belgique, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était plusieurs pays en fait pour lesquels on a remarqué que la gestion de la crise du Covid était meilleure. Bon, il y a l'Allemagne aussi, mais après Merkel, on a juste l'impression que c'est une surhumaine. Mais en tout cas, il y avait une espèce aussi de corrélation entre un pays géré par une femme a mieux résisté en tout cas à la première année en fait du Covid, et il s'était amusé à faire des comparaisons en fait en essayant de trouver des pays équivalents. Et du coup, ça rentre aussi dans ce genre de... Et dernier point pour te répondre, je pense qu'il y a une question de philosophie différente à avoir. C'est passé vraiment de j'ai une sorte de vision du monde en business as usual, qui en vrai c'est plus un destruction as usual, ça devrait plutôt s'appeler comme ça, hein, pour appeler un chat un chat. Mais en tout cas, quelque chose qui serait tendanciel par rapport au passé, et je cherche à être suroptimisé dans cette continuité de la tendance. Je pense que ça va même plus fonctionner, et ce qu'il faut plutôt, c'est aller vers j'ai une multitude de scénarios possibles avec, on va dire, des probabilités différentes en fonction de s'ils sont basés sur des choses physiques ou plutôt des évolutions sociétales. Et à ce moment-là, comment est-ce que je cherche à être résilient dans cette famille de scénarios? Donc, ça peut fonctionner pour une entreprise. Au niveau sociétal, par exemple, l'équivalent de ça, c'était notre question de gestion du stock de masques. Si tu pars donc pré-Covid, tu partais du principe qu'on n'allait pas avoir de vagues de maladies respiratoires, ça ne sert à rien d'avoir des stocks de masques qui coûtent super cher à stocker, c'est pas à l'achat exactement, mais c'est les volumes, l'entretien, etc. Versus, en fait, si le jour où ça arrive, et on pense que ça peut arriver parce qu'on vient faire de la recherche sur ces maladies-là, ou dans des lieux qui ne sont peut-être pas aux mêmes normes de sécurité que les nôtres, ou bien on vient embêter tout un tas d'écosystèmes qui sont des réservoirs de ces maladies. Bon, c'est assez probable qu'en fait ces maladies-là, elles se répandent d'autant plus qu'on a une mondialisation. Donc ça a des vraies conséquences. Il y a une question d'attitude stratégique et de gestion de l'entreprise derrière les analyses par scénario. Il nous reste 10-15 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'auditoire? Est-ce qu'il y a des questions aux intervenants? Nous, on en avait d'autres. Il y en a une qui était la dernière qu'on devait aborder, que vous avez abordée en fait assez naturellement. C'était la question, on voulait parler de la fresque du climat. Donc ça rejoint directement ce que vous avez dit sur l'information. Voilà, il apparaît de plus en plus urgent d'informer les individus et les organisations sur les défis du changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait suffisamment, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive de manière conjoncturelle, accidentelle, et est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à faire stratégiquement? Ça s'organise. Quand vous avez EDF qui dit je vais former l'intégralité de mes employés à la fresque du climat, il faut embaucher quelqu'un juste pour faciliter le processus pour que ça arrive. Oui, ça s'organise. C'est pas ou alors, vous dites allez regarder les vidéos de Jean-Marc Jancovici, mais bon, c'est un peu léger en termes de prise en compte du problème. La fresque du climat, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça dans la salle? Ok, donc c'est une sorte de jeu avec des cartes que vous avez là, et qui sont d'abord, au début elles sont empilées, donc, et le jeu ça consiste à les prendre et à les poser sur une table sous forme de fresque pour analyser les liens de cause à effet entre nos modes de vie jusqu'aux conséquences du changement climatique. Donc ça permet un peu de comprendre le changement climatique. C'est une bonne première étape, ça crée du lien entre les participants et les participantes, c'est en général, il y a une bonne énergie, toutes les fois que j'en ai facilité, il y a une très bonne énergie. Par contre après, ce qu'il faut c'est dire, ok, voilà, il y a ce problème mondial là qui m'est posé sur la table, maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour moi à titre individuel, dans mon entreprise, et c'est là où il y a besoin c'est un projet de transformation qui est radical.
qui est plus radicale que la transformation digitale qu'on a connue, pour faire le lien avec une des thématiques de votre cours. Parce que la transformation digitale, elle ne remettait pas en cause un paradigme fondamental qui était qu'on pouvait toujours avoir plus. Au contraire, elle venait l'encourager. Et c'est ça où on a un petit problème de physique. Alors, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai pas de facilité, mais j'ai participé une fois à BPFTest. La fresque du climat, ils le mettent aussi en œuvre comme beaucoup d'entreprises. Donc c'est vrai que c'est un outil en fait qui se développe énormément et tant mieux. Étant assez familier de ces enjeux-là, j'étais là, bon, ce qui va m'intéresser c'est la méthode, mais j'ai appris aussi des choses supplémentaires parce qu'il y a des choses qui sont absolument pas évidentes même quand on baigne dedans. Donc c'est vraiment intéressant même si vous considérez avoir un niveau avancé. Et alors en fait sur le module de fresque du climat, il y a quand même un moment un petit peu badant en fait, c'est la fin, en fait c'est quand même un peu badant. Surtout quand vous arrivez au bout de chaîne sur les conséquences, etc. Donc je ne spoil pas, mais voilà, c'est assez dur. En fait, il y a une phase de redescente qui est prévue, aussi limite une phase de partage entre personnes traumatisées. En fait, c'est bon, ben voilà, c'est dur, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a juste un moment où on échange sur le côté, ah ouais, c'est avec la merde, etc. Et c'est vrai que moi, la petite critique que je faisais, mais c'est aussi inhérent à ça, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas trop de pistes d'action. Mais c'est parce que là, le problème, c'est de comprendre justement ce que c'est et c'est quoi les enjeux. Et ensuite, en fait, les solutions, ça dépend des échelles. Donc, ça peut être au niveau individuel, au niveau des organisations, ça dépend des secteurs. Et là, il y a peut-être des choses aussi à pousser. Et donc là, je fais un peu de prêche pour ma paroisse. Mais c'est vrai que dans la dernière étude, on ne pensait pas à la fresque du climat quand on l'a fait. Et nous, on a essayé de trouver justement des exemples, des cas concrets en fait, d'entreprises qui font. Et on a essayé d'expliquer comment elles font, en essayant un tout petit peu de théoriser et de sortir des grilles d'analyse pour dire, bah voilà, si vous êtes une PME, vous pouvez regarder tel ou tel type d'action, regarder des labos auxquels je vais vous associer, regarder des financements. Et donc là, en fait, ça donne un petit peu des pistes d'action parce que ça, c'était un super webinaire qu'on avait vu pendant le Covid. Mais en fait, apparemment, quand vous êtes en situation d'anxiété, pour sortir un peu de cette anxiété, le plus efficace, c'est d'agir, c'est de faire des choses en fait. Et du coup, c'est vrai qu'après la fresque du climat, on est comme ça et on ne sait pas quoi faire. Et du coup, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est plutôt des moyens d'agir en fonction des situations. Et je voulais rebondir sur le dernier point d'Alexandre sur le fait qu'il fallait apprendre à moins consommer, enfin apprendre à vouloir moins. Donc là, c'est pas du tout ma casquette BP France, c'est plutôt ma casquette on va dire formation générale, etc. En fait, il y a des débats très politiques sur le fait que, par exemple, c'est le capitalisme qui cause le changement climatique, etc. En fait, mon avis individuel, personnel là-dessus, c'est qu'en fait, le capitalisme, c'est un système efficace ou efficient pour exploiter les ressources. Mais en fait, quand vous regardez sur le très long terme, même à l'époque des chasseurs-cueilleurs, en fait, il y avait toujours cette logique en fait, d'exploiter et d'utiliser les ressources, sauf que forcément, ils étaient limités en fait, par la technique, ils se déplaçaient au niveau individuel. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à développer, on va dire, ce genre de connaissances, moi, je me suis dit, en fait, d'une certaine façon, l'espèce humaine, par nature, au début, heureusement, et maintenant, malheureusement, elle est efficace et elle est adaptable. Mais elle recherche tout le temps l'efficacité, en fait, dans la consommation, dans le développement. Et en fait, là-dessus, je ne vois pas 36 solutions, à part effectivement renforcer à fond l'éducation. Parce que la chance qu'on a, c'est de pouvoir normalement nous contrôler et nous sensibiliser et nous faire oublier d'une certaine façon peut-être des tendances qu'on a depuis très longtemps. Et donc je dirais, du coup ça veut dire deux choses, ça veut dire que c'est vraiment pas facile et ça se fait pas malheureusement qu'à 20 ans, 30 ans ou quand on est dirigeant d'une boîte. En fait ça doit se faire vraiment depuis le début et je sais plus quel était mon deuxième point, mais c'est pas grave. J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que vous serez d'accord de revenir pour faciliter une fresque du climat avec la classe? Et si la classe est d'accord aussi? Le piège de demander ça en ça sera avec grand plaisir en fonction de l'agenda. J'ai une réponse bien politicienne. On va se prendre à l'avance avec un plus grand créneau. Et je suis pas facilitateur, mais avec plaisir pour reparticiper. Je sais pas s'il faut participer 2 fois ou. Enfin, je suis Merci beaucoup. Merci.